Bonsoir à toutes et tous. L'État protège la vérité historique. Ça n'est pas une plaisanterie, cette contre-vérité évidente. C'est un amendement, tout ce qu'il y a de plus officiel, à la Constitution de la Fédération de Russie, qui a été introduite donc, dans cette loi fondamentale en 2020. Comme tous les régimes autoritaires, en général qui sont aussi nationalistes, celui de Vladimir Poutine est très soucieux d'imposer sa lecture du passé, d'en écrire une version univoque et obligatoire, qui justifie son existence, qui délégitime surtout les oppositions. C'est d'autant plus nécessaire lorsqu'est lancée une guerre visant à la conquête ou prétendue reconquête, l'histoire justement va légitimer cela, éventuellement, d'un territoire, comme c'est le cas avec l'attaque de l'Ukraine, qui a commencé voici un peu plus de 2 ans. Alors la vérité, on le sait, est toujours la première victime de ce genre d'appropriation de l'histoire par les États et des guerres aussi. On reçoit ce soir l'historien Nicolas Werth, qui est spécialiste de la Russie contemporaine depuis la Révolution de 17, qui est auteur d'un récent petit livre en particulier intitulé « Poutine historien » dans la collection des tracts de Gallimard. C'est un nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. Bonsoir Nicolas Werth. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes un historien bien connu, je le disais, de la Russie soviétique, la société russe au XXe siècle. Vous avez fait des travaux très marquants, en particulier sur le stalinisme. Vous êtes aussi le président de Mémorial France. Mémorial, c'est une organisation non gouvernementale russe de défense tout à la fois des droits de l'homme, au présent, et de défense de la mémoire des victimes du pouvoir, d'abord soviétique, puis russe, plus récemment. Mémorial a été interdit en Russie et dissous en 2021, je crois, mais a néanmoins développé un réseau international. C'est constitué, je crois, en réseau international en 2022, et vous présidez donc bien la section française du réseau. Il y a un site Mémorial France, je le signale, où l'on peut trouver toutes sortes d'informations sur la situation en Russie. Je le disais, vous êtes l'auteur de Poutine historien, donc ce tract Gallimard très instructif, récemment paru. Puis entre autres contributions sur les manipulations de l'histoire, auxquelles se livre donc le régime russe. Vous avez fait paraître récemment dans le numéro de l'Histoire, du magazine L'Histoire de ce mois-ci, en mars, un article qui s'appelle « Poutine, professeur d'histoire ». Et on pourrait peut-être commencer par là. Il y a depuis la rentrée 2023, dans les lycées russes, en terminale et en première, de nouveaux manuels qui ont été très précisément réécrits. Oui. Je commencerai d'abord par cette remarque de Vladimir Poutine dès 2013 devant le premier congrès de la Société d'histoire de la Russie qui était censé justement inculquer une nouvelle vision de l'histoire. Il a commencé son intervention en disant qu'il n'était pas normal qu'il y ait 65 manuels d'histoire et qu'il fallait qu'il n'y en ait qu'un qui soit dans la norme de culture et d'histoire en phase avec les intérêts géopolitiques de notre pays. Il faut dire que pour Vladimir Poutine, l'histoire est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et là aussi, en 2013, il avait dit à un congrès que pour faire renaître notre identité nationale, notre conscience nationale, nous devons rétablir les liens entre les époques au sein d'une histoire unie, ininterrompue, millénaire, qui nous donne les forces intérieures et nous apprend le sens du développement de la nation. Et donc, depuis son premier mandat en 2000, mais surtout depuis la fin des années 2000 et depuis 2012 en particulier, Poutine a, avec son cercle restreint de spécialistes d'histoire, a au fond réécrit un nouveau roman national que j'ai caractérisé comme un syncrétisme entre le passé russe et l'expérience soviétique, une expérience soviétique totalement décommunisée, autour finalement des grands moments
de gloire de cette histoire soviétique et russe, et évidemment l'acmé de cette gloire, c'est la Grande Guerre patriotique qui est au centre de la construction historique et on peut dire idéologique de ce régime. Mais de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'a pas renoué, au fond, avec une logique qui avait déjà été celle de Staline au moment de la Seconde Guerre mondiale? Je crois me souvenir que, alors que, bien sûr, le régime soviétique, qui était issu d'une rupture radicale avec le tsarisme, avait rejeté la logique de la Grande Russie, à ce moment-là, acculé, mis en difficulté par ses propres erreurs, d'ailleurs, je crois, stratégiques, face à l'Allemagne, au moment où l'opération Barbarossa semble avoir du succès, Staline a besoin de recréer de la cohésion nationale et on oublie complètement la question du bolchevisme, du marxisme. Et on en rappelle à nouveau à la Grande Russie. C'est le moment où Eisenstein, je crois, a fait d'ailleurs son Alexandre Nevsky sur l'épopée des chevaliers. Il avait fait juste un peu avant, mais en fait, c'est le fameux discours du 3 juillet 1941, après 12 jours de silence absolu de Staline, qui a été un peu sous le choc, évidemment. Tétanisé par l'attaque de Hitler. Tétanisé par cette attaque qu'il n'avait pas prévue, et malgré toutes les informations qui lui avaient été données notamment par les services de secret britanniques. Et il a fait donc justement ce fameux discours en faisant appel à mes frères, mes sœurs. Et voilà, il faut au fond défendre la Russie dans l'esprit de nos grands généraux, de nos grands héros, en commençant par Alexandre Nevsky, ensuite il y avait Souvorov, etc., tous les généraux tsaristes qui avaient tenu tête à Napoléon, etc. Voilà. Et donc, oui, bien sûr, il y a ce retour à cette idée nationale. Il faut dire aussi que, par exemple, dans les années 60, sous Brejnev, au fond, il y avait aussi ce retour, puisqu'on ne savait plus, au fond, comment aller, enthousiasmer le peuple pour un communisme dont l'horizon était toujours reculé. On avait, au fond, trouvé ce moment de la Grande Guerre patriotique et donc une sorte de nationalisme autour de cette victoire. Et donc Poutine s'inscrit à la fois dans la suite, bien sûr, du nationalisme stalinien, mais aussi, on peut dire, du nationalisme post-stalinien, notamment brejnevien. Oui, parce que cette notion, cette expression figée Grande Guerre patriotique, elle existait déjà au temps stalinien et brejnevien. Absolument. Simplement, à l'époque stalinienne, on cachait soigneusement le nombre des victimes, puisqu'au début, on était question de 6 ou 7 millions de morts. Ce n'est qu'avec la perestroïka de Gorbatchev qu'on a avoué le chiffre terrible de 26 à 27 millions de morts. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a ce double aspect de cette Grande Guerre patriotique. Il y a l'aspect glorieux, mais il y a l'aspect, évidemment, d'un cataclysme pour chaque famille soviétique, avec le nombre incroyable de morts, tant et si bien que lorsque, aujourd'hui, Poutine rejoue cette guerre, cette grande guerre contre les néo-nazis, les nazis ukrainiens. Donc il rejoue au fond la guerre, la victoire, et espère rejouer cette guerre. Il se garde bien de parler de guerre, mais d'une opération militaire spéciale. Donc au fond, il va y avoir tout le bénéfice de la guerre, mais sans les pertes de guerre. On n'a pas le droit, vous dites, c'est puni par la loi en Russie que de parler de guerre en Ukraine. Il n'y a pas de guerre en Ukraine en ce moment. Absolument, il n'y a pas de guerre et c'est un délit. C'est un délit qui tombe sous le coup d'une loi qui a été votée juste après le début de la guerre, qui s'appelle le discrédit des forces armées russes. Et dans ce discrédit, parmi ces formes de discrédit, il y a le fait d'appeler la guerre une guerre. Et bien sûr, sans parler évidemment de ce qui est pénalisé, c'est-à-dire la moindre forme de protestation contre la guerre. Ça va très loin parce qu'une personne qui sort dans la rue avec une pancarte « non à la guerre », par exemple, aujourd'hui, il risque 5, 7 ans
de colonies pénitentiaires. Et il y a évidemment, c'est par centaines, voire milliers, que des gens sont arrêtés, soit pour ça, soit par exemple pour avoir mis sur leur blog internet la simple mention que en septembre 1939, il n'y a pas seulement l'armée allemande qui a envahi la Pologne, mais le 1er septembre, mais que le 17 septembre 1939, c'est l'armée rouge qui a envahi la Pologne. Et là, ça tombe sous le coup de l'article 354, alinéa 1 du Code pénal, qui pénalise toute information sciemment fausse sur les activités de l'Union soviétique pendant la Grande Guerre patriotique. Et évidemment, étant donné qu'on ne parle pas de cette entrée en guerre pour manger une moitié de la Pologne le 17 septembre 1939, eh bien là, vous êtes susceptible d'être condamné en vertu de cet article 354, donc alinéa 1 du Code pénal. Parce que l'État, comme le disait l'article de la Constitution avec lequel j'ai commencé, protège la vérité historique, voilà, ce qui est censé l'être. Et en l'occurrence, c'était déjà une libération des Polonais, en réalité, cette intervention. Ah oui, évidemment, elle est présentée comme il faut le dire, à l'époque soviétique, comme l'armée rouge qui vient au secours des frères biélorusses et ukrainiens opprimés par l'État polonais. Et comme l'État polonais est en train de s'écrouler, il faut absolument protéger ces minorités. Et alors, cette relecture obligatoire, donc cette reconstruction de la vérité historique, tournée donc largement vers cette matrice initiale qu'est la Grande Guerre patriotique, elle permet de développer les justifications de la guerre d'Ukraine en expliquant que les Ukrainiens, on le sait, c'est une rengaine que l'on entend beaucoup, auraient été nazis et le seraient toujours, dans une large mesure. Et donc ça, c'est évidemment le fameux discours d'entrée en guerre de Poutine du 24 février, enfin précédé par un autre discours le 21 février 2022, dans lequel il explique la nécessité d'une opération militaire spéciale pour mettre fin aux abus, au génocide perpétré par les Ukrainiens contre la minorité russe, en particulier du Donbass. Et donc, c'est une guerre qui est justifiée, selon la formule très classique que l'on appelle l'accusation en miroir, classique pour tous les agresseurs ou tous ceux qui commettent des génocides, c'est évidemment la victime qui est en train de se préparer à commettre l'acte que vous-même vous allez perpétrer. Ça c'est une rhétorique très classique. Et donc, en effet, l'armée russe intervient dans cette opération militaire spéciale pour briser le néonazisme, ou carrément on dit le nazisme ukrainien. Et maintenant, ceci est absolument, gravé dans le marbre, si on peut dire, du manuel unique, puisque les 2 derniers chapitres du manuel de terminale, la classe de 11e en Russie, sont consacrés à l'opération militaire spéciale, où on explique que cette opération est menée pour briser, pour casser la junte militaire ukrainienne installée par l'Occident, par les services secrets américains et de l'Occident collectif. C'est ça. Et le mal a commencé en 2014, lorsque le président Yanukovych a été chassé par la révolution de Maïdan en mars 2014. Cette révolution de Maïdan est considérée comme un coup d'État fomenté par l'Occident collectif. Et le régime de Kiev n'est désigné que comme une junte militaire au service donc de l'Occident collectif. Cette notion, vous l'avez répété à plusieurs reprises, cette expression un peu bizarroïde, est employée, c'est celle qui est en usage
l'Occident collectif. Absolument. Là encore, ça renvoie à une très vieille opposition entre les slavophiles, les vieux Russes, les partisans, ça remonte au tsarisme, même, les partisans d'une Russie qui finalement ne partagerait pas les valeurs de corruption et de décadence de la modernité individualiste occidentale, mais qui resterait dans une logique spirituelle tout à fait différente, tout à fait traditionnelle. Ça rejoue à nouveau avec un ennemi donc qui cette fois-ci est désigné de cette manière. Pour l'Occident collectif, c'est qui alors? Alors l'Occident collectif, c'est évidemment une sorte de coalition menée par les États-Unis qui sont l'ennemi numéro 1, bien sûr, et l'Occident collectif est un ensemble contre lequel la Russie doit engager une véritable guerre de civilisation, puisque, comme le répète le patriarche donc de toutes les Russies, Alexis, une alliance du religieux et du politique, donc. Oui, l'alliance évidemment du goupillon, du sabre et du goupillon, du régime. Bien sûr, dans le régime, qui est au fond là aussi quelque chose qui remonte à très loin. Il y a toujours eu cette Église d'État au service de l'État, au service du politique. L'Église orthodoxe a toujours été ainsi. Et donc, il y a cet Occident collectif qui est symbole de corruption, finalement de dépravation des mœurs, avec évidemment un accent particulier mis sur les homosexuels, enfin, etc., etc. Voilà. Et cela s'inscrit d'une certaine manière, en effet, dans une tradition slavophile, mais qui est ici totalement exacerbée, parce que jamais, malgré tout, les slavophiles n'avaient peint un tableau aussi dantesque, aussi, on peut dire, infernal de l'Occident, malgré certaines diatribes bien connues de Dostoïevski. Mais enfin, on n'allait pas du tout aussi loin et d'une manière beaucoup plus fine et polissée. Dans quelle mesure est-ce que, d'une part, la population est dupe? On imagine que ça flatte des courants réactionnaires, que ça favorise à certains égards l'unité nationale, mais il y a aussi une jeunesse russe, il y a aussi des pans entiers de la Russie qui sont très modernes. Comment est-ce qu'ils avalent tout ça? Vous dites qu'à la fin des manuels qui sont aujourd'hui en vigueur, les jeunes gens donc, de 17-18 ans se voient avertir de ne pas se laisser duper, corrompre par les réseaux sociaux et par Internet. Voilà. Mais bon, alors évidemment, c'est un aveu de faiblesse d'une certaine façon. C'est un aveu de faiblesse, bien sûr, et on explique dans le manuel que tous ces réseaux sociaux sont évidemment manipulés par l'Occident, et c'est évidemment le grand mystère sur lequel, au fond, on aurait beaucoup de mal à donner un avis vraiment fondé. Quelle est la part des Russes qui avalent cette propagande toute faite? Quelle est la part des Russes qui restent sur leur quant à soi? De manière générale, on peut dire que les populations les plus âgées, dans les régions les plus périphériques du pays, dans la Russie périphérique, justement, ont accès et au fond ne s'informent que par les chaînes officielles de télévision, les 3 premiers canaux de télévision, tandis que les jeunes urbains, cultivés, etc., évidemment, vont sur l'Internet, naviguent sur Internet, malgré un certain nombre de restrictions. Néanmoins, on ne peut pas quantifier le nombre de Russes qui seraient happés par cette propagande. Il faut bien dire qu'on a vu aux dernières élections, il y a quelques semaines, de Vladimir Poutine, que personne ne croit à ces 7% de voix, mais
bon, on ne sait pas. La marge d'erreur, d'après les spécialistes, serait entre 20 et 30 millions. Donc, vous voyez, donc très difficile de savoir exactement. Ce qui est sûr, il y a une chose quand même qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que pour beaucoup de Russes, et en particulier des Russes, disons des classes moyennes supérieures, habitant dans les grandes villes, ils ont connu par rapport aux années 90 et 2000 évidemment un surcroît de prospérité, de stabilité aussi, très important la stabilité, et qu'après les années 90, qui sont des années de catastrophe économique absolue, d'humiliation du pays, évidemment aussi. Ce que le manuel, nouveau manuel dit. Hein, ah oui, oui, tout à fait, très clairement. Le manuel de Terminal oppose ces deux périodes, donc la période des années 90, qui est une véritable catastrophe, ce qu'elle a été pour beaucoup de gens d'un point de vue économique, parce qu'il y a eu évidemment un effondrement après la chute de l'Union soviétique. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que cette obsession de la stabilité, et en particulier d'une certaine stabilité économique, joue en faveur du régime globalement auprès d'une partie qu'il est difficile de quantifier, mais d'une partie importante, et en tout cas importante économiquement, socialement, de la population. Précisément, quand les manuels évoquent cette période-là, celle de la fin donc, du régime soviétique, c'est pour dire d'abord que la perestroïka a été au fond une catastrophe. Hein, la glasnost, la politique de transparence de Mikhaïl Gorbatchev qui a abouti finalement à la fin de l'Union soviétique, c'est vu comme une catastrophe, donc je disais, avec une description, vous citez le manuel, apocalyptique et largement vrai, hein, des effets, taux de croissance négatif, désindustrialisation, hyperinflation, formation d'un capitalisme oligarchique, on ne peut pas dire le contraire, montée de la criminalité, de la corruption, sous l'effet de la propagande occidentale, les valeurs traditionnelles russes, bonté, justice, sens du collectif, furent bafoués, et on instillait, je cite toujours ce manuel dont vous faites état, l'idée que le but ultime de l'individu, c'était la réussite individuelle et le bien-être matériel. Le mépris des valeurs collectives, et l'indifférence aux souffrances d'autrui. Alors ensuite, le manuel explique que la Russie a dû reprendre sa logique nationale et la verticale du pouvoir. Voilà. Mais ceci dit, ça va de pair finalement avec une continuité retrouvée. Oui, en quelque sorte. Tout à fait. Même avec la Russie stalinienne. Hein, et Brejnev, l'âge d'or, selon ce manuel, c'est le temps de Brejnev. Ce qui est valorisé, c'est la période de Brejnev. Voilà, la période de Brejnev. Et ça, évidemment, ça touche un certain nombre de personnes, toute une génération qui a connu, les parents, disons, des jeunes d'aujourd'hui. C'est les années 70, en gros. C'est les années 70, voilà, absolument. Parce que, alors, évidemment, les magasins étaient vides, mais néanmoins, il y avait cette idée, on n'est plus en guerre, il n'y a plus de guerre, ça c'est toujours très très important. Enfin moi-même j'ai habité là-bas dans les années 70 pendant presque une dizaine d'années, entre 70 et les années 70 et les années 80, et tout le monde disait ok, il n'y a pas grand-chose dans les magasins, mais il n'y a pas de guerre, et il y avait toujours un espoir que ça irait mieux. Voilà. Et donc cette période est aujourd'hui présentée en effet comme vraiment l'âge d'or. Voilà, donc après alors que Lénine, Lénine, la révolution elle-même, ça qui est paradoxal, est rejetée. Hein, voilà. Le régime qui a été issu de la révolution dans sa phase de stabilité, disons, sous Brejnev, est valorisé. Oui. Sous Staline aussi, mais pas sous Lénine, voilà, Lénine en particulier, c'est à cause de lui que les Ukrainiens, parce que Lénine avait voulu que dans la constitution de la Fédération de Russie, le droit à l'autonomie des républiques, des peuples allogènes soit reconnu, c'est à cause de lui que l'Ukraine aujourd'hui prétend à l'indépendance. Et donc, ce que l'on reproche à Lénine, officiellement aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, globalement, c'est que la révolution a affaibli la Russie. Donc, on ne
la mesure finalement de la grandeur ou de la réussite ou de l'échec du régime, c'est uniquement à l'aune de la grandeur nationale. Donc la Révolution, les guerres civiles qui s'en ont suivi sont une période de déchirement, de guerre civile, d'affaiblissement. Évidemment, Lénine a eu tort de signer le traité de Brest-Litovsk en mars 18 parce qu'il a abandonné des millions, près d'1 million de kilomètres carrés. C'était la paix contre l'Allemagne, en gros. Voilà, la paix contre l'Allemagne. Et donc, dans ce schéma, évidemment, Lénine carrément est accusé de trahison, de trahir la Grande Russie. Et deuxième grand reproche qui lui est fait, c'est évidemment d'avoir, contre Staline, insisté pour le fait que les républiques fédérées puissent un jour théoriquement se séparer. Et donc aujourd'hui, on dit que si l'Ukraine existe, c'est en fait une construction de la période léniniste soviétique. Donc, Lénine est condamné. Staline, lui, au contraire, c'est celui qui a rendu sa grandeur à l'Union soviétique, à la Russie. Donc lui, dans une phrase extraordinaire de Poutine, il explique que les staliniens, Staline a au fond réparé la faute initiale des bolcheviks de Lénine, et qu'au fond il a donc c'est lui qui a réparé la faute et la trahison de Lénine. Donc, vous voyez, c'est un bougli-bougla finalement c'est une tambouille, si vous voulez, absolument incroyable. Aux fins de justification et de consolidation finalement d'une logique. Uniquement sur la consolidation du pays. Mais je veux dire, si on pense qu'il fut un temps où il était communiste, je veux dire, c'est vraiment Lénine, du grand n'importe quoi. Poutine, bien sûr, grand n'importe quoi. C'est comme cet athée du KGB qui passe son temps à faire le signe de croix dans les églises. Donc, il y a une sorte, une dérision absolument incroyable. Ça, c'est une formule presque anthropologique. Déjà, Napoléon Bonaparte, qui était parfaitement athée, comme la plupart de ses généraux, qui l'a obligé néanmoins à venir assister à son sacre à Notre-Dame en présence du pape, disait « Je ne vois pas dans la religion le mystère de l'Eucharistie, mais le mystère de l'ordre social. » Exactement. Très bonne citation. Et quand je pense que Boris Yeltsin, en 98, au moment des funérailles solennelles des restes de Nicolas II, saint martyr de la foi, s'est agenouillé pour demander pardon devant l'histoire parce que Nicolas II avait été assassiné par les bolcheviks. On a des raccourcis absolument extraordinaires. Avec cette continuité qu'on voit avec le traitement de l'histoire aujourd'hui et finalement ce retour à la Grande Russie de Staline et des tsars avant eux, finalement c'est cette situation dans laquelle on est face à un pays qui n'a pas vraiment connu de phase démocratique, libérale, bourgeoise, quoi. Non, absolument pas. Ça, c'est quand même une singularité. Ça a duré étonnante. Quelques mois entre février et octobre 17. Et puis ensuite, il y a eu une très courte période, de grande libération de la parole, et qui a été la période gorbatchevienne quand même. Et le tout début des années 90, où d'ailleurs l'ONG Mémorial a pu participer à la construction, par exemple, de la nouvelle législation sur l'accès aux archives, etc. Il y a une très courte période, au fond, heureuse, de liberté de parole, de liberté d'expression, mais qui est allée aussi de pair, et c'est ça qui est paradoxal, et en tout cas c'est ça qui plombe cette période, avec un effondrement économique. Et lorsque les économies de toute une vie
s'effondre avec une hyperinflation. Vous aviez 10 000 roubles, vous pouviez vous acheter enfin une voiture, une Lada, et au bout de quelques mois, en 91, 10 000 roubles, vous pouviez juste aller faire des courses au supermarché. Donc il y a un effondrement total qui n'est comparable que ce qui s'est passé en Allemagne en 1923, par exemple, mais ici beaucoup plus profond. Voilà. Et puis qui a été aussi suivi d'une mise en coupe réglée, d'une appropriation, d'une privatisation généralisée des ressources et de l'appareil industriel. C'est quand même fondamental, la constitution des oligarchies à ce moment-là. Des oligarques. Merci beaucoup, Nicolas Vert. Je rappelle que vous êtes le président de Mémorial France. Je reprends les quelques lignes d'éditorial sur le site internet que je recommande d'aller voir de Mémorial France. Vous dites qu'il s'agit de défendre la mémoire des violations des droits humains dans le passé, de conjuguer cette défense de la mémoire donc avec la défense des droits aujourd'hui dans les États de l'ex-URSS. Vous soulignez aussi, c'est très intéressant, je trouve, qu'il s'agit d'enrichir la réflexion publique sur les questions de la violence émanant des institutions. Parce que la Russie de Poutine n'est pas la seule quand même à imposer sa vision de l'histoire. Enrichir la réflexion publique, dites-vous, sur les questions de la violence émanant des institutions dans les régimes autoritaires et illibéraux en général. Je recommande en particulier la lecture de votre Poutine historien et du dernier article sur les manuels qui sont entrés en vigueur cette année dans la revue, dans le magazine L'Histoire, Poutine, professeur d'histoire.